Saviez-vous que le secret pour transformer les plus grands défis de votre vie en vos plus grandes opportunités a peut-être été découvert il y a plus de 2000 ans? Imaginez affronter les tempêtes de la vie avec un calme si puissant que rien ne pourrait ébranler votre paix intérieure. Cela ressemble à une superpuissance, non? Eh bien, ce n'est pas seulement un fantasme, cette ancienne superpuissance. C'est une philosophie séculaire qui est aussi pratique aujourd'hui qu'elle l'était dans les marchés animés et les halles de marbre de la Rome et de la Grèce antique. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie, nous avons un pouvoir absolu sur la façon dont nous choisissons de réagir. Et dans le monde d'aujourd'hui, où l'incertitude semble être la seule certitude, ces enseignements pourraient être le point d'ancrage que nous avons tous recherché. Et si je vous disais que le stoïcisme est plus une question d'action que de pensée? Il s'agit de vivre une vie remplie de buts, de résilience et de bonheur, peu importe ce que la vie vous réserve. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions, mais de les comprendre et de les gérer pour mener une vie plus épanouissante. Alors, que vous soyez confronté au stress, à l'adversité ou que vous cherchiez simplement à trouver plus de joie dans le quotidien, restez dans les parages. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans le stoïcisme, découvrant sa sagesse intemporelle et découvrons comment il peut transformer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre façon de vivre. Si vous êtes impatient de vous lancer dans ce voyage de transformation, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'appuyer sur le bouton j'aime. Restez avec moi jusqu'à la fin sans sauter, car chaque instant de cette vidéo est un pas vers la découverte de la sagesse stoïcienne qui peut changer votre vie. 1. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans les embouteillages, furieux du retard ou faisant défiler votre téléphone pour vous énerver à cause d'un commentaire négatif que quelqu'un a laissé sur votre message? Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. C'est presque comme si notre vie quotidienne était remplie de ces petits tests, mettant à l'épreuve notre humeur et notre tranquillité d'esprit à chaque tournant. Mais voici une perspective révolutionnaire du monde du stoïcisme qui peut renverser toute cette frustration. Le stoïcisme, cette incroyable philosophie qui remonte à la Grèce et à la Rome antique, nous donne cet outil puissant, en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle. Le grand philosophe stoïcien Épictète a dit un jour que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Pensez une seconde. La circulation, le mauvais temps, les commentaires négatifs, tout cela est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas les changer, peu importe à quel point nous aimerions pouvoir le faire. Ce que nous pouvons changer, cependant, c'est la façon dont nous y réagissons. Cette idée n'est pas seulement une sagesse ancienne, elle est également soutenue par la psychologie moderne. Carl Jung, un géant dans le domaine de la psychologie, a déclaré « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cela s'aligne parfaitement avec la pratique stoïcienne. Il s'agit de reconnaître que le seul véritable pouvoir que nous avons est sur nos propres réactions, pensées et actions. Décomposons-le un peu. Supposons que vous soyez dans cet embouteillage, en retard pour une réunion importante. Vous pouvez passer ce temps à mijoter de colère, à klaxonner et à stresser, ce qui, soyons honnêtes, ne fera pas avancer les voitures qui vous précèdent plus vite. Ou, vous pouvez prendre une profonde respiration, accepter la situation et peut-être utiliser le temps pour écouter un podcast, un livre audio ou simplement profiter de la musique. Le trafic n'a pas changé, mais votre réponse a changé. Et avec ce changement, votre niveau de stress diminue et votre journée semble un peu plus lumineuse. Ce principe stoïcien de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler va bien au-delà de la simple gestion de la circulation ou de la météo. Il s'applique à nos objectifs personnels, à nos réactions aux autres et à notre approche des obstacles de la vie. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, un autre poids lourd stoïcien, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Alors, la prochaine fois que vous vous énerverez pour quelque chose qui échappe à votre contrôle, souvenez-vous de ces sages paroles de nos amis stoïciens. Posez-vous la question suivante, est-ce que cela est sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, laissez-le aller. Concentrez-vous sur votre réaction, votre état d'esprit et vos actions. Ce simple changement peut avoir un impact profond sur votre niveau de stress et votre bonheur général. Ce n'est pas toujours facile, mais cela vaut la peine de s'entraîner tous les jours. N'oubliez pas qu'il s'agit de progrès, pas de perfection. Et à mesure que nous apprenons à nous concentrer davantage sur ce qui est sous notre contrôle, nous nous retrouverons non seulement à survivre aux défis de la vie, mais aussi à prospérer malgré eux. 2. Considérez les obstacles comme des opportunités.
Le stoïcisme nous enseigne l'art d'accepter les obstacles comme des opportunités. Cela semble contre-intuitif, non? La plupart d'entre nous sont programmés pour voir les obstacles comme des obstacles à notre succès et à notre bonheur. Mais des stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète renversent ce récit. Ils nous disent, quand la vie vous lance une balle courbe, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre ?» Cela change la donne. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses écrits personnels « L'empêchement à l'action avance l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Ce qu'il veut dire ici, c'est que chaque obstacle, aussi intimidant soit-il, non seulement met à l'épreuve notre résilience, mais nous enseigne également de précieuses leçons. Il s'agit de trouver le bon côté des choses dans les situations difficiles et de l'utiliser pour alimenter notre croissance. Cette perspective n'est pas seulement de la philosophie ancienne. Il est également soutenu par des penseurs modernes. Le célèbre psychologue Carl Jung a dit « Ce à quoi vous résistez persiste ». En luttant contre les obstacles, nous leur donnons plus de pouvoir sur nous. Mais en les acceptant et en apprenant d'eux, nous pouvons les surmonter. Cet état d'esprit stoïcien consiste à transformer les défis en tremplin pour devenir plus fort et plus sage. Rendons-le pratique. Supposons que vous soyez confronté à un rejet de candidature à un emploi. Il est facile de tomber dans une spirale d'apitoiement sur soi-même et de doute. Mais que se passe-t-il si vous considérez chaque rejet comme un retour d'information? Peut-être y a-t-il une compétence que vous devez améliorer ou une nouvelle stratégie pour votre recherche d'emploi. Ce changement de perspective peut transformer une série de rejets en une voie de développement professionnel. Les conflits personnels sont un autre exemple. Ils sont inconfortables et stressants, mais ils offrent également une chance de pratiquer la patience, l'empathie et les compétences en communication. Chaque désaccord est l'occasion de comprendre différents points de vue et d'affiner nos capacités de résolution de conflits. L'essence même de l'acceptation des obstacles comme des opportunités réside dans la question suivante: qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Au lieu d'être des victimes passives des circonstances, nous devenons des apprenants actifs et des résolveurs de problèmes. Cela ne signifie pas qu'il devient facile d'affronter les obstacles, mais cela signifie que nous les abordons avec un état d'esprit axé sur la croissance et l'apprentissage. Épictète a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. » C'est le cœur du stoïcisme. Il s'agit de voir au-delà de la douleur ou de la frustration immédiate d'un obstacle et de trouver les leçons et les opportunités qu'il présente. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à un défi, grand ou petit, essayez de faire une pause et de le recadrer. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de la situation et comment elle peut vous rendre plus fort et plus sage. N'oubliez pas que les obstacles ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, ce sont des opportunités de croissance. En adoptant cet état d'esprit stoïque, nous pouvons naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus de grâce, de résilience et de sagesse. 3. Vivre dans le moment présent. C'est quelque chose dont nous entendons parler tout le temps, n'est-ce pas? Vivez dans le présent. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et pourquoi est-ce si important? Vivre dans le moment présent, c'est embrasser et expérimenter pleinement où l'on en est à ce moment précis, ne pas laisser son esprit vagabonder vers les soucis du lendemain ou les regrets d'hier. Il s'agit de réaliser que la vie, avec toute sa beauté, ses défis et ses surprises, se produit dans le présent. Ce concept n'est pas nouveau. C'est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, reprise par de grands esprits comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Et cela a été réitéré par les psychologues et les penseurs modernes. Commençons par les stoïciens. Marc Aurèle a dit un jour, « Ne vous attardez pas sur le passé. Ne rêvez pas de l'avenir. Concentrez l'esprit sur le moment présent. » Il a compris que le pouvoir de vivre dans le présent réside dans sa capacité à nous ancrer, à vider notre esprit des distractions et à nous permettre d'apprécier la richesse de la vie au fur et à mesure qu'elle se déroule. Mais pourquoi est-il si difficile de rester présent? Nos esprits sont souvent encombrés de pensées, d'inquiétudes quant à la suite ou de rejouer des choses qui se sont déjà produites. Ce bruit mental constant nous éloigne de la beauté et du potentiel de l'ici et maintenant. Comme l'a dit le célèbre psychologue Carl Jung, la moindre des choses qui a un sens vaut plus dans la vie que la plus grande des choses sans elle. Vivre dans l'instant présent donne un sens aux petites expériences quotidiennes, enrichissant nos vies au-delà de toute mesure. Aristote a parlé de l'importance d'être conscient du présent pour atteindre l'eudémonie, ou un état de bonheur, de santé et de prospérité.
Ils croyaient qu'en nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous pouvions vivre une vie vertueuse, en tirant le meilleur parti de notre expérience humaine. Alors, comment pouvons-nous nous entraîner à vivre dans le présent? Cela commence par la pleine conscience, l'art de prêter attention au moment présent sans jugement. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée. Lorsque vous marchez, remarquez la sensation du sol sous vos pieds. Écoutez activement lorsque quelqu'un vous parle, au lieu de planifier ce que vous allez dire ensuite. Ces simples actes de pleine conscience nous ramènent au présent, rendant nos vies plus riches et plus significatives. Sénèque a offert cette sagesse, le vrai bonheur, c'est de jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Il a compris que l'anxiété à propos de ce qui est à venir, ou de ce qui a été, ne sert qu'à diminuer notre bonheur dans le présent. Vivre dans le présent ne consiste pas à ignorer l'avenir ou à oublier le passé. Il s'agit de trouver un équilibre où nous apprenons de notre passé et planifions notre avenir sans laisser ces activités consommer notre présent. C'est dans cet équilibre que nous trouvons la paix et le contentement. N'oubliez pas que chaque instant est une occasion de se remettre à zéro et de se recentrer sur le présent. C'est dans le présent que l'on vit, que l'on aime et que l'on se crée. Alors, faisons un effort conscient pour être plus présents dans nos vies. Chérissons le moment présent car c'est ici même que la vie se passe vraiment. 4. Développer l'autodiscipline. Je sais que le mot autodiscipline peut évoquer des images d'horaires rigides et d'une vie dépourvue de plaisir, mais remodelons cette image ensemble. L'autodiscipline ne consiste pas à restreindre votre vie, il s'agit de vous donner les moyens de faire des choix qui s'alignent sur vos valeurs les plus profondes et vos aspirations à long terme. Il s'agit de choisir ce qui est bon pour vous, pas ce qui est facile sur le moment. À la base, le développement de l'autodiscipline est une question de maîtrise de nous-mêmes. Il s'agit de dire oui à des choses qui nous servent et non à des choses qui ne nous servent pas, même lorsque c'est difficile. Pensez Y, qu'il s'agisse de s'en tenir à une routine d'entraînement, d'économiser de l'argent au lieu d'acheter impulsivement ou d'éteindre Netflix pour se concentrer sur un projet. Ces choix ne procurent peut-être pas une satisfaction instantanée, mais ils ouvrent la voie à la satisfaction et au succès à long terme. La philosophie stoïcienne a beaucoup à dire sur l'autodiscipline. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » Cette déclaration puissante met en évidence l'essence de l'autodiscipline. Il s'agit de contrôler nos impulsions, nos émotions et nos actions, malgré les tentations et les distractions extérieures que la vie nous réserve. Sénèque offre également de la sagesse sur le sujet. Il nous conseille d'être inébranlables et de contrôler nos désirs plutôt que d'être contrôlés par eux. Il a compris que la vraie liberté vient de l'intérieur, de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes et de nos appétits. Mais pourquoi l'autodiscipline est-elle si essentielle? Aristote, le philosophe grec de l'Antiquité, l'éclaire à ce sujet. Il croyait que nous atteignions l'excellence et la vertu par l'habitude. En pratiquant l'autodiscipline, nous cultivons des habitudes qui nous mènent vers le meilleur de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'actes de volonté occasionnels, mais de faire constamment des choix qui reflètent nos valeurs et nos objectifs. Construire l'autodiscipline est également lié à la compréhension psychologique moderne. Carl Jung, pionnier de la psychologie, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre personnalité pour vivre pleinement. Cette intégration nécessite de l'autodiscipline, car nous devons naviguer dans les désirs des différentes parties de notre psyché, en choisissant des chemins qui contribuent à notre bien-être général et à notre croissance. Alors, comment pouvons-nous développer l'autodiscipline dans notre vie quotidienne? Commencez petit. Choisissez un domaine que vous souhaitez améliorer, qu'il s'agisse de votre alimentation, de votre routine d'exercice ou de vos habitudes de consommation. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables, et prenez-les un jour à la fois. N'oubliez pas que chaque fois que vous faites un choix qui s'aligne sur vos objectifs, vous développez le muscle de l'autodiscipline. Épictète nous le rappelle, rien de grand ne se crée soudainement. L'autodiscipline se construit par de petites actions cohérentes. C'est une question de progrès, pas de perfection. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de pratiquer l'autodiscipline, de choisir des actions qui nous rapprochent de ce que nous voulons être. Construire l'autodiscipline est un voyage. Il s'agit de trouver un équilibre entre ce que nous voulons maintenant et ce que nous voulons le plus. Il s'agit de faire des choix qui peuvent être difficiles sur le moment, mais qui nous rapprocheront de nos objectifs, du bonheur et de la paix à long terme. Alors, engageons-nous dans ce voyage ensemble, en nous soutenant les uns les autres dans le choix de ce qui est juste, et non de ce qui est facile.
N'oubliez pas que dans le domaine de l'autodiscipline se trouve le chemin vers la réalisation de nos rêves et la vie que nous aimons vraiment. 5. Développer la résilience émotionnelle. Lorsque la vie lance ses balles courbes, nous vivons tous un tourbillon d'émotions. Se sentir en colère, triste ou frustré fait naturellement partie de l'être humain. Mais voici le hic. Il ne s'agit pas seulement des émotions que nous ressentons, mais aussi de la façon dont nous les gérons. C'est là qu'intervient la magie de la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est comme ce super pouvoir qui nous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et d'en sortir plus fort de l'autre côté. Il s'agit de reconnaître nos émotions, de les comprendre, puis de prendre des mesures positives pour aller de l'avant, plutôt que d'être emporté par la marée de nos sentiments. Les stoïciens avaient beaucoup à dire à ce sujet. Marc Aurèle, par exemple, nous rappelle que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cette profonde perspicacité touche l'essence de la résilience émotionnelle. Il s'agit de reconnaître que même si nous n'avons peut-être pas le contrôle sur ce qui nous arrive, nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons. Nos émotions n'ont pas à contrôler nos actions. Sénèque offre sa sagesse pour faire face à l'adversité sans perdre notre sang-froid. Il enseigne que les difficultés de la vie sont des tests de notre caractère et de notre résilience. En faisant face à nos sentiments avec compréhension et patience, nous pouvons devenir plus sages et plus robustes. Mais comment développer cette résilience émotionnelle? Cela commence par la conscience de soi. Être conscient de nos émotions et de nos réactions nous aide à mieux nous comprendre. Il n'y a pas de mal à ressentir ce que nous ressentons, mais au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons choisir de réagir d'une manière qui correspond à nos valeurs et à notre bien-être à long terme. Aristote a parlé du juste milieu, c'est-à-dire de trouver l'équilibre entre l'excès et la carence. Ce concept s'applique à merveille à la résilience émotionnelle. Il s'agit de trouver une réponse équilibrée à nos émotions, et non de les réprimer ou de les laisser nous dominer. Carl Jung, un pionnier de la psychologie, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre psyché pour atteindre la plénitude. Une partie de ce processus consiste à confronter nos émotions, à les comprendre et à en tirer des leçons. C'est au cœur du développement de la résilience émotionnelle. Alors, que pouvez-vous faire lorsque vous êtes sous l'emprise d'émotions fortes? Tout d'abord, donnez-vous la permission de ressentir. Reconnaissez vos émotions sans jugement. Ensuite, prenez du recul et essayez de comprendre ce qui a déclenché ces sentiments. Cette réflexion peut fournir des informations précieuses sur vos schémas émotionnels et vos déclencheurs. Épictète a dit, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. C'est un puissant rappel que nos réactions à nos émotions peuvent façonner nos expériences. Au lieu d'être réactifs, nous pouvons choisir de réagir d'une manière constructive et curative. Développer la résilience émotionnelle est un voyage. Il implique de pratiquer la pleine conscience, l'autoréflexion et la patience. Il s'agit de construire une boîte à outils de stratégies d'adaptation, comme tenir un journal, parler à un ami de confiance ou pratiquer des techniques de relaxation. Plus important encore, il s'agit de vous traiter avec gentillesse et compassion pendant que vous naviguez à travers vos émotions. La résilience émotionnelle ne consiste pas à ne jamais ressentir d'émotions négatives. Il s'agit d'apprendre à surfer sur les vagues de ces émotions avec grâce, et d'en sortir de l'autre côté plus fort et plus conscient de soi. En développant notre résilience émotionnelle, nous nous donnons les moyens d'affronter les défis de la vie avec courage et assurance. Embrassons ce voyage ensemble, en nous soutenant mutuellement pour être plus résilients émotionnellement et, en fin de compte, vivre une vie plus épanouissante. 6. Memento mori. N'oubliez pas que vous mourrez. Les stoïciens, y compris de grands esprits comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, utilisaient ce concept non pas pour créer la peur, mais pour inspirer une appréciation plus profonde de chaque instant. Ils croyaient qu'en gardant à l'esprit l'inévitabilité de la mort, nous vivrions plus pleinement, consciemment et avec gratitude pour le présent. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souvent réfléchi sur la fugacité de la vie, nous encourageant à vivre d'une manière fidèle à nos valeurs et à tirer le meilleur parti du temps qui nous est accordé. Vous pourriez quitter la vie tout de suite. Que cela détermine ce que vous faites, dites et pensez, a-t-il écrit. Il ne s'agit pas d'être morose. C'est un appel à l'action, un rappel de se concentrer sur ce qui compte vraiment, de laisser tomber les petites préoccupations et de vivre avec détermination et intégrité.
Sénèque a également parlé de la brièveté de la vie, nous exhortant à ne pas perdre de temps sur des futilités, mais à nous concentrer sur la création d'une existence qui a du sens. Il croyait que le fait d'être attentif à la mort nous encourage à vivre avec plus de nostalgie et à chérir nos relations et nos expériences. Épictète a souligné l'importance de se concentrer sur le présent et de faire le meilleur usage de notre temps. En nous rappelant que nous ne vivrons pas éternellement, nous sommes plus susceptibles de vivre de manière éthique et d'apprécier la beauté et la richesse de la vie. Mais comment pouvons-nous intégrer le memento mori dans nos propres vies sans qu'il ne soit ressenti comme un nuage noir au-dessus de nos têtes? Cela commence par changer de perspective. Au lieu de voir la conscience de la mort comme quelque chose de craintif, nous pouvons la voir comme une puissante motivation pour vivre pleinement notre vie. Il s'agit d'embrasser le présent, de ne pas remettre nos rêves ou notre bonheur à un avenir indéfini qui n'est pas garanti. Pensez aux choses que vous avez reportées. Il peut s'agir de poursuivre une passion, de renouer avec ses proches ou simplement de prendre le temps d'apprécier les petites joies de la vie quotidienne. Memento Mori nous rappelle de ne pas prendre notre temps pour acquis. Il nous encourage à vivre de manière plus authentique, à dire ce que nous pensons, à aimer ouvertement et à être présents dans nos vies. Ce concept nous apprend également à apprécier l'impermanence de la vie, ce qui à son tour approfondit notre gratitude pour les moments que nous avons. Lorsque nous nous souvenons que notre temps est limité, nous sommes plus susceptibles de chérir nos expériences, de vivre plus consciemment et d'exprimer notre gratitude pour les personnes et les moments qui enrichissent nos vies. Utilisons donc le memento mori non pas comme une source de peur, mais comme un catalyseur de croissance, de gratitude et d'une appréciation plus profonde de la vie. Qui nous rappelle de faire des choix qui s'alignent sur nos valeurs les plus profondes, de chérir nos relations et de savourer la beauté du moment présent. Se rappeler que nous mourrons un jour nous encourage à vivre plus pleinement aujourd'hui. En adoptant le memento mori, nous trouvons un puissant rappel de ne pas vivre dans la peur de la mort, mais dans la célébration de la vie. Faisons en sorte que chaque instant compte, non pas parce que nous avons peur de sa fin, mais parce que nous sommes amoureux de la vie elle-même. Vivons de manière à ce que, lorsque notre heure viendra, nous puissions regarder en arrière sans regret, sachant que nous avons vécu pleinement, aimé profondément et apprécié l'incroyable voyage qu'est la vie. 7. Pratiquer la gratitude. C'est fascinant de voir comment un concept aussi simple peut avoir un impact profond sur nos vies. Il s'agit de se concentrer sur ce que nous avons, plutôt que de s'attarder sur ce que nous manquons. Cette pratique peut vraiment changer la donne, surtout les jours où l'on a l'impression d'être dans une bataille difficile. Les stoïciens, aussi sages soient-ils, avaient beaucoup à dire sur la gratitude. Ils croyaient que le bonheur ne vient pas d'avoir plus, mais d'apprécier ce que nous avons déjà. Marc Aurèle a souvent écrit sur l'importance de se concentrer sur le présent et de trouver de la joie dans les choses simples. Il a dit, quand vous vous levez le matin, pensez au précieux privilège que c'est que d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. C'est la gratitude dans sa forme la plus pure, en reconnaissant la valeur de la vie elle-même et les nombreux cadeaux qu'elle nous offre chaque jour. Sénèque a parlé de la façon dont nos désirs peuvent nous égarer, toujours à la poursuite de plus et ne trouvant jamais la vraie satisfaction. Il a suggéré qu'en nous concentrant sur ce que nous avons et en comprenant que les meilleures choses de la vie sont déjà à notre portée, nous pouvons trouver un véritable contentement. Épictète, connu pour son approche pratique de la philosophie stoïcienne, encourageait ses disciples à apprécier leur situation actuelle, quelle qu'elle soit. Il croyait qu'en acceptant et en trouvant de la valeur dans notre situation actuelle, nous pourrions vivre une vie plus épanouie. Mais comment pratiquons-nous la gratitude, surtout lorsque la vie nous lance des balles courbes? Cela commence par en faire une habitude quotidienne. Chaque matin ou chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir d'une simple tasse de café chaud, d'une conversation avec un ami ou de la beauté d'un coucher de soleil. Cette pratique aide à recabler notre cerveau pour qu'il se concentre sur le positif, ce qui améliore notre humeur et notre vision globale de la vie. La gratitude signifie également accepter les défis et y trouver des leçons. Au lieu de se demander pourquoi cela m'arrive, nous pouvons nous demander ce que je peux apprendre de cela. Ce changement de perspective peut nous aider à apprécier nos expériences, bonnes et mauvaises, comme des étapes précieuses dans notre voyage. De plus, la pratique de la gratitude nous aide à établir des liens plus forts avec les autres. En exprimant notre reconnaissance pour les personnes qui font partie de nos vies, non seulement nous égayons leur journée, mais nous renforçons également nos relations. Un simple merci peut grandement contribuer à montrer à quelqu'un qu'il est apprécié et aimé.
Aristote a parlé de l'importance de reconnaître le bien dans nos vies et de s'efforcer d'avoir une vie vertueuse. Il croyait que la gratitude était un élément clé pour atteindre l'eudémonie, ou vrai bonheur, car elle nous permet d'apprécier la bonté autour de nous et en nous-mêmes. Même la psychologie moderne soutient les avantages de la gratitude. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ressentent moins d'anxiété, dorment mieux et ont une vision plus positive de la vie. C'est comme l'a dit Carl Jung, le mot bonheur perdrait son sens s'il n'était pas contrebalancé par la tristesse. En reconnaissant et en étant reconnaissant pour tout le spectre de nos expériences, nous trouvons une forme de bonheur plus profonde et plus authentique. Faisons donc de la gratitude la pierre angulaire de notre vie quotidienne. Célébrons les petites victoires, chérissons les moments de connexion et trouvons de la joie dans les plaisirs simples. En nous concentrant sur ce que nous avons, et non sur ce qui nous manque, nous pouvons cultiver un sentiment d'abondance et de bonheur qui brille de l'intérieur. N'oubliez pas que ce n'est pas le bonheur qui nous apporte la gratitude, c'est la gratitude qui nous apporte le bonheur. Remplissons nos verres à moitié, levons-les haut et trinquons à la beauté de la gratitude dans nos vies. Bravo à la recherche du bon côté des choses, même les jours les plus nuageux. 8. Se concentrer sur l'excellence personnelle. Les stoïciens avaient une profonde compréhension de l'excellence personnelle. Ils croyaient que l'excellence, ou la vertu, est le seul bien, et que tout ce que nous faisons devrait viser à vivre une vie vertueuse. Marc Aurèle, par exemple, est un excellent exemple de quelqu'un qui s'est efforcé d'atteindre l'excellence personnelle. Il a dit un jour, « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez un. » Cette déclaration simple mais puissante résume l'essence de l'excellence personnelle. Il s'agit d'incarner les valeurs que nous admirons et de nous efforcer de les vivre chaque jour. Sénèque a souligné l'importance de l'amélioration de soi et de l'apprentissage. Il prônait une vie vécue en accord avec la nature et la raison, suggérant que la véritable excellence vient de l'intérieur et se reflète dans nos actions et nos choix. Épictète a souligné le rôle de la responsabilité personnelle dans l'atteinte de l'excellence. Il a enseigné que nos réactions, nos émotions et notre volonté sont sous notre contrôle, et qu'il est essentiel de les maîtriser pour vivre une vie vertueuse. Mais à quoi ressemble le fait de se concentrer sur l'excellence personnelle dans notre vie quotidienne? Cela commence par l'établissement de normes personnelles basées sur nos valeurs et nos aspirations, et non sur les attentes de la société ou les réalisations des autres. Il s'agit de savoir qui nous sommes, de comprendre nos forces et nos faiblesses et de prendre des mesures cohérentes pour nous améliorer. L'excellence personnelle est aussi une question de résilience. Il s'agit de la façon dont nous réagissons aux revers et aux échecs, et pas seulement de nos succès. Comme l'a dit Aristote, l'excellence n'est jamais un accident. C'est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente. Il représente le choix judicieux de nombreuses alternatives. C'est le choix, et non le hasard, qui détermine votre destin. Cela signifie qu'il faut considérer les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir, plutôt que de les considérer comme des obstacles. De plus, se concentrer sur l'excellence personnelle implique de cultiver un état d'esprit de croissance, un concept défendu par la psychologie moderne. C'est la croyance que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées grâce au dévouement et au travail acharné. Cet état d'esprit nous encourage à relever les défis, à persévérer face aux revers et à voir l'effort comme un chemin vers la maîtrise. L'excellence personnelle, c'est aussi vivre de manière authentique. Il s'agit d'être fidèle à soi-même et à ses valeurs, même lorsque ce n'est pas facile. Il s'agit de faire des choix qui reflètent qui nous sommes et qui nous voulons être, et d'être fiers de notre parcours, y compris des luttes et des triomphes. La pratique de la gratitude, comme nous l'avons vu plus tôt, est également liée à l'excellence personnelle. En appréciant ce que nous avons et où nous en sommes dans notre parcours, nous favorisons une attitude positive qui soutienne notre croissance et notre bien-être. Alors, engageons-nous à nous concentrer sur l'excellence personnelle. Établissons nos propres normes, adoptons nos chemins uniques et soyons fiers de nos progrès. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être fiers de qui nous sommes et de la façon dont nous vivons. Il s'agit de célébrer nos efforts, d'apprendre de nos expériences et de toujours s'efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes. Ensemble, faisons de l'excellence personnelle non seulement un objectif, mais un mode de vie. 9. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent. Dans un monde saturé de médias sociaux, où les likes, les suivis et les commentaires dictent souvent notre valeur personnelle, il est facile de tomber dans le piège de la valorisation de nous-mêmes à travers le prisme des opinions des autres.
Mais voici une vérité libératrice. Votre valeur n'est pas basée sur une validation externe. Il s'agit d'être fidèle à soi-même, d'embrasser son authenticité et de vivre en alignement avec ses valeurs. Les stoïciens, ces philosophes antiques vers lesquels nous nous tournons sans cesse pour obtenir une sagesse intemporelle, avaient beaucoup à dire à ce sujet. Ils ont enseigné que notre paix intérieure et notre liberté proviennent de la concentration sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos pensées, notre intégrité, et non sur les opinions fluctuantes des autres. Marc Aurèle a dit avec sagesse, « Je me suis souvent demandé comment il se fait que chaque homme s'aime lui-même plus que tous les autres hommes, mais qu'il attache moins de prix à l'opinion qu'il a de lui-même qu'à l'opinion des autres. » Cette observation frappante met en évidence le paradoxe avec lequel beaucoup d'entre nous vivent, valoriser les jugements des autres plutôt que notre propre auto-évaluation. Sénèque s'est fait l'écho de ce sentiment en soulignant l'importance de vivre une vie fidèle à soi-même et non façonnée par les attentes ou l'approbation des autres. Il croyait que le vrai contentement vient de l'intérieur, d'une vie qui correspond à nos principes et à nos valeurs. Épictète a enseigné que se soucier des opinions des autres est hors de notre contrôle et ne vaut donc pas notre énergie. Il a encouragé à se concentrer plutôt sur nos propres actions et à vivre vertueusement, car c'est là que réside notre véritable pouvoir. Alors, comment pouvons-nous commencer à nous soucier moins de ce que les autres pensent et plus à être fidèles à nous-mêmes? Tout d'abord, il s'agit de comprendre que vous êtes l'auteur de l'histoire de votre vie. Vous avez le pouvoir de définir votre valeur, pas la société, ni vos abonnés sur les réseaux sociaux, ni les gens qui vous entourent. Il s'agit d'ancrer votre estime de soi dans ce que vous êtes, les valeurs que vous défendez, la gentillesse que vous répandez et les efforts que vous déployez pour être le meilleur de vous-même. Deuxièmement, pratiquez l'autoréflexion. Demandez-vous, quelle vie est-ce que je vis? Est-ce que je fais des choix en fonction de mes désirs, ou est-ce que j'essaie de rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre? Réfléchir à ces questions peut vous aider à réaligner vos actions avec votre vrai moi. Troisièmement, acceptez la vulnérabilité. Être fidèle à soi-même signifie être ouvert sur ses défauts et tout, comprendre que la perfection est une illusion. C'est normal d'être un travail en cours, de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Cette authenticité attire les bonnes personnes dans votre vie, celles qui apprécient le vrai vous. De plus, rappelez-vous les paroles d'Aristote, qui parlait du juste milieu, trouver l'équilibre dans la vie. En appliquant cela à notre souci de l'opinion des autres, il s'agit de trouver un équilibre sain entre la prise en compte des commentaires constructifs et le maintien de notre autonomie et de notre estime de soi. Incorporer un état d'esprit stoïque dans nos vies signifie comprendre que notre valeur est déterminée par nos vertus, nos actions et notre engagement à vivre une vie significative, et non par des accolades ou des approbations extérieures. Il s'agit de construire une forteresse intérieure solide qui reste inébranlable face aux opinions fugaces des autres. Engageons-nous à nous valoriser pour ce que nous sommes vraiment, et non pour les goûts, les suivis ou l'approbation que nous recevons. Soyons courageux dans notre authenticité, en vivant des vies qui résonnent avec nos vérités les plus profondes. N'oubliez pas que votre valeur est inhérente et unique, et qu'en étant fidèle à vous-même, vous faites briller votre lumière de la manière la plus authentique possible. Ne nous contentons pas de naviguer dans la vie, mais prospérons avec la confiance que nous avons en sachant que nous vivons de manière authentique, alignée sur nos valeurs et fidèles à nous-mêmes. 10. Accepter le changement. Voici le problème. Accepter le changement n'est pas seulement nécessaire. C'est vital pour notre croissance et notre bonheur. La réalité est que la seule constante dans la vie est le changement. Apprendre à suivre le courant et à accepter les changements inévitables de la vie rend la navigation à travers ceux-ci moins effrayante et plus aventureuse. Les stoïciens avaient une perspective incroyablement saine sur le changement. Ils le considéraient comme une partie naturelle du rythme de l'univers. Marc Aurèle a dit « Acceptez tout ce qui vous vient tisser dans le modèle de votre destinée, pour ce qui pourrait mieux répondre à vos besoins. » Cette acceptation profonde du changement comme faisant partie du tissu de la vie nous aide à comprendre que chaque changement, que nous le percevions comme bon ou mauvais, a sa place dans notre histoire. Sénèque a enseigné que devenir trop attaché à nos circonstances actuelles peut conduire à la déception, car inévitablement, ces circonstances changeront. Il nous a conseillé d'être flexibles et de comprendre que le changement n'est pas seulement une partie de la vie, mais une composante nécessaire de notre développement personnel et de notre bonheur. Épictète nous a encouragés à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Il a souligné que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos attitudes à leur égard. Cet état d'esprit est incroyablement stimulant lorsqu'il s'agit de faire face au changement.
Il s'agit de se concentrer sur nos réponses, de trouver les opportunités de croissance dans le cadre du changement et d'aller de l'avant avec résilience. Mais comment pouvons-nous devenir plus tolérants au changement? D'abord, en reconnaissant que le changement est inévitable. C'est l'ordre naturel des choses. Tout ce qui nous entoure est dans un état de flux constant. Les saisons changent, les gens vont et viennent, et nos cellules mêmes se renouvellent en ce moment même. Embrasser le changement, c'est embrasser la vie elle-même. Deuxièmement, en pratiquant la pleine conscience. Être présent dans l'instant présent nous permet d'apprécier nos expériences actuelles sans nous y accrocher. Cette prise de conscience crée un espace d'acceptation lorsque ces expériences évoluent inévitablement ou prennent fin. Troisièmement, en cherchant les leçons du changement. Chaque changement dans nos vies, aussi difficile soit-il, s'accompagne d'occasions d'apprendre et de grandir. Au lieu de se demander pourquoi cela m'arrive, nous pouvons nous demander ce que je peux apprendre de cela. Ce changement de perspective peut transformer les défis du changement en tremplin pour le développement personnel. Aristote a parlé de l'importance de poursuivre une vie vertueuse comme la clé du bonheur. Une partie de la vertu est l'adaptabilité, la capacité de naviguer dans les changements de la vie avec grâce et sagesse. Il s'agit de trouver l'équilibre et l'harmonie dans le flux de la vie. La psychologie moderne soutient cette approche stoïcienne du changement. Considérer le changement comme une opportunité plutôt que comme une menace peut réduire considérablement notre niveau de stress et d'anxiété. Cela peut améliorer notre résilience, ce qui nous rend mieux équipés pour faire face à tout ce que la vie nous réserve. Rappelons-nous que le changement n'est pas seulement quelque chose à endurer, mais à accueillir comme une partie naturelle et enrichissante de notre voyage. En acceptant le changement, nous nous ouvrons à de nouvelles expériences, à la croissance et au beau déroulement de nos chemins uniques dans la vie. N'oubliez pas que suivre le courant n'est pas une question de passivité. Il s'agit de s'engager activement dans la vie dans toute sa complexité dynamique. Naviguons dans les courants du changement avec courage, grâce et un cœur ouvert aux possibilités infinies que le changement apporte. 11. Pratiquer la compassion et l'empathie. Malgré nos différences, nous sommes tous dans le même bateau, naviguant dans le voyage complexe de la vie. En favorisant une attitude compréhensive et bienveillante envers les autres, nous contribuons à faire du monde un endroit plus gentil et plus aimant. Les stoïciens, ces philosophes antiques qui continuent de nous éclairer avec leur sagesse intemporelle, accordaient une grande importance aux vertus de la compassion et de l'empathie. Ils croyaient en l'interconnexion de tous les humains et enseignaient que la gentillesse et la compréhension envers les autres sont des aspects essentiels pour vivre une vie vertueuse. Marc Aurèle, par exemple, nous a rappelé que les êtres humains sont des créatures sociales par nature, destinées à vivre en harmonie et en coopération les uns avec les autres. Il a dit, « Ce qui n'apporte aucun avantage à la ruche n'en apporte aucun à l'abeille ». Cela illustre magnifiquement l'idée que notre bien-être est intrinsèquement lié au bien-être des autres. Sénèque a souligné l'importance de traiter les autres avec gentillesse et générosité. Il a fait valoir que la compassion est un instinct humain naturel et qu'en aidant les autres, nous nous aidons aussi nous-mêmes. Dans ses écrits, Sénèque nous encourage à étendre notre empathie même à ceux qui nous ont fait du tort, en comprenant qu'ils agissent eux aussi à partir de leurs propres luttes et limites. Épictète a enseigné que nous devrions nous efforcer de comprendre le point de vue des autres, en reconnaissant que chacun a ses raisons d'agir. Il ne s'agit pas de tolérer les comportements nuisibles, mais plutôt d'approcher les autres avec un état d'esprit d'empathie, en cherchant à comprendre leurs expériences et leurs points de vue. Mais comment pouvons-nous pratiquer la compassion et l'empathie dans notre vie quotidienne? Cela commence par l'écoute réelle des histoires, des expériences et des sentiments de ceux qui nous entourent. Il s'agit de se mettre à leur place, d'imaginer leurs luttes, leurs joies, leurs peurs et leurs espoirs. Cet acte de compréhension peut combler le fossé entre nous, en favorisant un sentiment de connexion et d'humanité partagée. Une autre façon de cultiver la compassion et l'empathie est de faire preuve de gentillesse, aussi petit soit-il. Un sourire, un mot gentil, une oreille attentive, tout cela peut faire une différence significative dans la journée de quelqu'un. En étant présents et attentifs aux autres, nous signalons qu'ils comptent, que leurs sentiments et leurs expériences sont valables et importants. Pratiquer la compassion et l'empathie signifie également être là pour les autres en cas de besoin, offrir soutien et compréhension sans jugement. Il s'agit de reconnaître la valeur et la dignité de chaque personne, quelles que soient nos différences. Le philosophe Aristote a parlé de l'importance de l'amitié et du rôle de l'empathie dans la construction de relations fortes et significatives. Il croyait que les vrais amis partagent non seulement les joies de l'autre, mais aussi leurs chagrins,
se soutenant mutuellement avec empathie et compréhension. La psychologie moderne soutient l'accent stoïcien sur la compassion et l'empathie, montrant que ces vertus améliorent non seulement nos relations, mais aussi notre propre bien-être émotionnel. En prenant soin des autres, nous favorisons un sentiment d'appartenance, de but et de bonheur dans notre propre vie. Rappelons-nous que derrière chaque visage se cache une histoire, que derrière chaque action se cache une raison, et qu'en nous comprenant et en prenant soin les uns des autres, nous rendons le monde plus gentil et plus doux. Ce faisant, non seulement nous enrichissons la vie de ceux qui nous entourent, mais nous trouvons aussi un épanouissement et une joie plus profonds dans nos propres vies. Ensemble, répandons la gentillesse comme des confettis, créant des ondulations de compassion qui transforment le monde, un acte d'empathie à la fois. 12. Réfléchir et réviser régulièrement. Il s'agit de faire une pause, une vraie pause significative, pour revenir sur nos actions, nos pensées et les chemins que nous avons empruntés. Il s'agit de croissance, d'introspection et d'alignement de nos vies avec nos valeurs les plus profondes. Dans un monde qui se précipite toujours vers l'avant, cette pratique est notre point d'ancrage, garantissant que nous ne sommes pas simplement emportés, mais que nous naviguons dans la direction qui nous est fidèle. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la nature humaine, accordaient une immense valeur à la pratique de la réflexion. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, que nous chérissons aujourd'hui comme des méditations, a offert un modèle de cette pratique. Il ne s'est pas contenté de diriger un empire. Il a pris le temps d'examiner sa vie, ses décisions et sa boussole morale à travers l'écriture. Il considérait cette réflexion comme essentielle pour vivre une vie de vertu et de but. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, a-t-il écrit, nous rappelant que notre dialogue interne façonne notre réalité extérieure. Sénèque recommandait l'auto-évaluation régulière comme moyen de favoriser l'amélioration de soi et la sagesse. Il a comparé la vie à une pièce de théâtre, suggérant que nous révisions périodiquement nos rôles et nos performances. Agissons-nous en harmonie avec le personnage que nous souhaitons incarner? Nos actions reflètent-elles le scénario auquel nous accordons de la valeur, le scénario de nos vies? Épictète encourageait ses étudiants à terminer chaque journée par un examen de leurs actions et de leurs attitudes. Il ne s'agissait pas d'autocritique, mais de conscience de soi et de croissance. Il nous a exhortés à nous demander, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel devoir laisser en suspens? Grâce à de telles questions, nous pouvons orienter notre vie plus consciemment, en faisant des ajustements qui nous rapprochent de nos idéaux. Mais comment intégrer cette pratique stoïque de la réflexion et de l'examen dans nos vies modernes? D'abord, en faisant une habitude. Consacrez quelques minutes chaque jour, peut-être avant de vous coucher, à réfléchir à votre journée. Quelles ont été vos victoires? Où avez-vous rencontré des défis et comment avez-vous réagi? Cette pratique peut commencer comme un exercice mental, mais l'écrire peut améliorer ses avantages, vous donnant une trace tangible de votre voyage. Deuxièmement, utilisez la réflexion comme outil de gratitude. En repensant à votre journée, prenez également note des moments, aussi petits soient-ils, qui vous ont apporté de la joie ou de la gratitude. Cela équilibre notre tendance naturelle à nous concentrer sur le négatif en cultivant une vision plus positive de la vie. Troisièmement, abordez cette pratique avec gentillesse et compassion envers vous-même. La réflexion ne consiste pas à se réprimander pour ses erreurs, mais à les reconnaître comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Soyez aussi compréhensif et soutenez vous-même que vous le seriez envers un ami cher. Aristote a parlé de l'importance de vivre une vie réfléchie. Il croyait que la vraie sagesse vient de la compréhension de nous-mêmes, de nos actions et de notre place dans le monde. Cette réflexion est l'essence même d'une vie examinée, en accord avec la vertu et l'excellence. Dans la psychologie moderne, les avantages d'une réflexion régulière sont bien documentés, montrant des améliorations de la santé mentale, de la clarté de l'objectif et de la croissance personnelle. Réfléchir à nos expériences nous aide à gérer nos émotions, à apprendre de nos actions et à prendre des décisions plus éclairées pour l'avenir. Engageons-nous dans cette pratique de réflexion et de révision régulière. Que ce soit notre guide, en veillant à ce que nous ne nous contentions pas de vivre passivement la vie, mais que nous la façonnions activement en fonction de nos valeurs. En prenant le temps de regarder en arrière, nous acquérons la perspicacité nécessaire pour aller de l'avant, plus alignés, plus conscients et plus en phase avec l'essence de qui nous sommes et de qui nous aspirons à être. Chérissons ce voyage d'introspection, car c'est en nous connaissant que nous trouvons le chemin de l'épanouissement et de la joie. Chacune de ces leçons du stoïcisme n'est pas seulement une sagesse ancienne.
Ce sont des astuces de vie qui peuvent nous aider à gérer le stress, à prendre de meilleures décisions et à trouver la paix dans le chaos. N'oubliez pas que ce ne sont pas les défis en cours de route qui nous définissent, mais la force que nous trouvons en les affrontant, la sagesse que nous recueillons et la compassion que nous partageons. Chaque pas, chaque réflexion, chaque acte de bienveillance est un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre qu'est votre vie. Alors, ne nous contentons pas d'exister, vivons de manière vibrante, déterminée, authentique. Alors que nous nous séparons aujourd'hui, je vous encourage à ne pas laisser l'inspiration s'arrêter là. À l'écran, vous trouverez une liste de lectures qui est un trésor de sagesse, d'histoire et de stratégie pour vous aider à naviguer dans les méandres de la vie avec grâce et résilience. Cliquez dessus, plongez plus profondément et continuez à sculpter la version la plus authentique de vous-même. Ensemble, continuons à grandir, à réfléchir et à embrasser la belle complexité de la vie. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, n'oubliez pas de vivre non seulement pour les applaudissements, mais pour la cause d'être votre moi le plus authentique. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine étape de notre voyage.